Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast 10e Dan. On est de retour pour la saison 2 et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, la chance, l'honneur, tous les superlatifs sont bons, de recevoir Julien Brulard, donc The Judo Nomade sur les réseaux sociaux. Tu es plus connu sous ce nom-là parce que c'est en relation avec ton projet. Déjà bienvenue. Merci de venir sur 10e Dan. Merci, merci à toi pour l'invitation et merci aux auditeurs et aux spectateurs. Aux viewers. Aux viewers, c'est à ça que je pensais. Et ça fait plaisir d'être ici pour cette première fois. Ouais, première fois, et puis tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ton projet, savoir un petit peu de quoi ça parle, comment on peut t'aider, ton tour du monde un petit peu. Donc la première des choses déjà, c'est ton souvenir de judo, et puis surtout, qu'est-ce que c'est que le judo pour toi? Tu sais qu'on aime bien commencer par ça, parce que chacun a une perception différente du judo. Donc le judo pour toi, c'est quoi? Ouais. Alors le judo pour moi, ça a changé au fur et à mesure de ma vie. Aujourd'hui, je vois vraiment ça comme une philosophie, une manière de vivre. C'est quelque chose, et c'est normal, que je comprenais pas forcément il y a même 10 ans, on va dire, quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai commencé le judo dans un tout petit club de Picardie qui s'appelle Mi sur terrain. Et donc simplement parce que mon voisin, la mère de mon voisin a proposé à ma mère, en gros, ouais, mon fils il s'entraîne au judo, est-ce que tu veux que je ramène ton fils? Et voilà, tout simplement comme ça. C'est pas une histoire de famille ou quoi que ce soit. J'étais hyper actif et mes parents se sont dit bon bah voilà, ça va être cool. Et très très rapidement, je me suis mis dans la compétition. À l'époque, c'était un club assez compétiteur. J'ai ensuite intégré le pôle espoir, etc. Je suis monté sur l'IJ. Et donc, dans un premier temps de ma vie, le judo, c'était vraiment quelque chose de sportif, bien que ça façonnait ma personne, comme tout le monde, hein. Aujourd'hui, à 30 ans, ça fait 26 ans que je fais du judo. Mais je voyais vraiment ça que de manière sportive. Le judo, la compétition, la performance, aller chercher les meilleurs résultats possibles. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de me focaliser sur les études. Et à la fin de mes études, enfin pas à la fin de mes études, au milieu, j'ai fait une coupure et je suis parti au Japon pendant 1 an qui se sont transformés en 3 ans. Et j'y allais pour perfectionner mon judo, pour pouvoir devenir meilleur et pouvoir éventuellement atteindre l'INSEP, etc. Et au final, là-bas, je me suis blessé, reblessé, reblessé. Et du coup, je suis devenu enseignant de français, de judo. Et j'ai fait différents métiers au Japon. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert toute l'autre partie du judo, la philosophie derrière le judo. Et ça a été un petit peu le fondement de ce projet, en réalité. Parce que quand j'étais au Japon, en plus, j'allais un petit peu dans 2-3 pays à côté et je voyais vraiment que c'est partout dans le monde une grande famille en fait et qu'on est bienvenu partout et je voulais un petit peu pousser ce schéma et donc c'est ce que j'ai fait. Pour un Français qui part au Japon, comment on s'imprègne un petit peu de cette identité judo? Parce que pour le coup, c'est vraiment dans leur culture, comme tu disais, leur culture profonde. Comment tu as vécu ça en arrivant là-bas? Tu as dû prendre une vraie dose d'émerveillement pour le coup. Ouais. Oui, tout à fait, parce que c'est ça, hein, c'est dans les collèges, dans les lycées, dans les universités où vraiment le judo est un cours officiel du lycée ou du collège. Et donc c'est vraiment énormément dans leur culture. Maintenant ça va mieux, mais il y a encore quelques années c'était un peu compliqué. Le judo était assez mal vu au Japon à cause de différentes choses qu'il y a eu il y a quelques années. Et on considérait souvent que les judokas étaient un petit peu les bad boys, en gros. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Mais en tant que Français, en fait, c'est très facile parce que je pense sans mentir qu'on peut dire que la France, pour les Japonais, est leur pays préféré en termes de judo. Souvent pas que en termes de judo d'ailleurs. Et du coup, ouais, ça a été assez facile pour moi parce que globalement, dans les universités, j'étais toujours bien reçu et ça se passait plutôt bien. Sauf quand on allait vraiment dans les universités, les lycées forts, vraiment forts, où là, c'était beaucoup plus compétition. Et au final, ça se passait bien. C'est juste qu'il fallait passer les 2-3 premiers jours où il faut se relever, il faut faire chuter, t'as même pas besoin de gagner les combats, mais il faut être là, il faut montrer qu'on n'abandonne pas, etc. Et une fois que ça s'est passé, après, oui, on s'intègre assez facilement.
Et du coup, est-ce que de ce voyage au Japon, de ces différentes visites, euh, découle ton envie de monter ce projet et dans quel cas? Et deuxième petite question, c'est surtout, est-ce que c'est plus humainement que tu as appris, plus que sportivement en étant au Japon? Alors, déjà au niveau de est-ce que c'est le Japon qui a fait que ce projet s'est créé? Oui. Si on remonte très très loin, il y a une personne que je salue, je lui passerai le lien de ce podcast, Avec grand plaisir. Lilian Barrère qui est, si je dis pas de bêtises, il travaille toujours à Amiens, au pôle, il me semble. Euh, et en fait, lui, avec un ancien ami à lui qui s'appelle Tsukino Takashi, Lilian parle couramment japonais, il a vécu au Japon, etc. Ils avaient monté comme ça un petit projet qui est devenu un grand projet par la fin, où en fait, ils voulaient être l'antenne franco-japonaise. Et du coup, quand on était au Japon, on savait qu'on pouvait aller chez Takashi, et Takashi avait le lien tout le temps avec Lilian, et en fait, c'est Lilian qui envoyait les Français comme ça chez Takashi, et plutôt comme souvent ce qu'on fait, de s'entraîner uniquement à Tokai, ou uniquement au Kodokan, ou uniquement dans une université, en fait, avec Takashi, on pouvait choisir. Enfin, c'est lui qui choisissait en fonction du niveau, en fonction des besoins. Il disait, bon, bah là, tu as besoin de ça, tu vas aller un petit peu en lycée pour te faire un petit peu, faut faire chuter, etc. Là, tu as besoin d'être dans le dur, tu vas aller à Tokai, là, tu as besoin de faire ça. Et en fait, il faisait un planning comme ça. Et au fur et à mesure, bah, son projet est vraiment devenu costaud. On a même envoyé pas mal de personnes de l'équipe de France. Il y a eu Pierre Duprat, il y a eu Alexandre Idir, Kylian, il y a eu pas mal de monde parce que bah, j'étais à l'INSEP et du coup bah, je travaillais avec eux en fait, avec Flamme 91. Et bah, je leur ai passé le contact et ils sont montés là-bas. Maintenant le projet n'existe plus, mais c'est parti de là parce qu'en fait ce japonais venait en France et je voyais qu'à chaque fois qu'il venait en France, il faisait des séminaires. Et il partait comme ça un petit peu partout en France et je voyais que ça se passait super bien. Et je me suis dit, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, quoi. J'avais 21 ans, je voyais ça, mais je me disais, mais je suis qui? C'est pas possible que je puisse faire quelque chose comme ça. Au final, je suis parti là-bas, je suis devenu enseignant, mais c'était pour des petits. Mais ça se passait bien. Et à l'époque, je voulais devenir entraîneur national français. Rien que ça. C'est un beau projet. C'est un beau projet, et sauf que bah, je ne suis ni champion du monde, ni champion olympique, ni quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon, bah, si j'ai pas le niveau sportif, entre guillemets, bien que ce soit pas l'une des nécessités pour enseigner, je me suis dit, si j'ai pas le niveau sportif, du moins les résultats, il faut que je me blinde de diplômes pour pouvoir atteindre tout ça. Et du coup, bah, j'ai passé mon master à l'INSEP, j'ai passé les diplômes fédéraux, j'ai passé tout ce que je pouvais comme diplôme. Et au final, le fait d'être parti vivre au Japon comme ça pendant 2 3 ans, je me suis un petit peu coupé du monde qu'il y avait en France. Et bah, ça n'a pas été possible en fait. J'ai mis des CV un petit peu partout, mais j'ai pas été pris. Et c'est de là que je me suis dit, bon, bah, faut que je fasse mon propre projet. Et je voulais quelque chose qui corresponde à mes valeurs, qui soit quelque chose qui me plaise, mais qui soit aussi quelque chose de professionnel. Et de base, je voulais partir dans 80 pays à peu près. J'avais tracé une ligne en fait entre les pays qui m'intéressaient. Je voulais faire les 4 grands pays du judo. Pour moi, à l'époque, c'était en excluant la France, bien sûr, Japon, Russie, Corée du Sud, Brésil, par exemple. Et j'avais tracé une ligne entre tous les pays. Et j'avais vu que ça faisait 80 pays à peu près. Et en cherchant des sponsors, en cherchant un petit peu de l'aide un peu partout, j'ai parlé avec la fédération internationale, tout ça, et ils m'ont dit, bon, bah, faut que tu crées une présence sur les réseaux sociaux, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, et des gens qui m'ont dit, bon, bah, ça serait bien que ça soit un peu plus challengeant, que tu mettes tes valeurs en avant, notamment les valeurs écologiques. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire ça On sans va y avion. revenir après aux valeurs écologiques, effectivement, parce que c'est quelque chose de très important dans ton projet. Ça l'est devenu, Ouais. plus que ça ne l'était peut-être au départ. Alors, ça l'était, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Ouais, Et tu es obligé d'y apporter une vraie dimension parce que bah, tu voyages bien sûr. énormément. Donc, on va y revenir après. Et effectivement, toi, en tant qu'enseignant, tu as dû aussi porter des valeurs. Mhm. Hum, Si tu devais décrire tes valeurs, toi, le Julien enseignant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Alors, au niveau du... Déjà, il faut savoir que quand j'arrive dans un pays, pour ceux qui ne savent pas, si jamais on ne connaît pas le projet, le principe, c'est 197 pays, sans avion,
en enseignant gratuitement le judo et en faisant des missions humanitaires lorsque c'est possible liées au judo. Et ça fait maintenant 2 ans et 1 mois, 36 pays. Et là, je suis en France, mais j'y retourne dans 4 jours, en Indonésie. C'est un bref passage en France. C'est un bref passage. Et c'était quoi la question déjà? Du coup, tes valeurs, qu'est-ce que tu veux transmettre aux personnes à qui tu enseignes? Du coup, ouais, il y a plein de choses derrière ce projet et c'est aussi en fait un défi sur les valeurs du judo que je veux prouver au monde. Pas forcément du judo, parce que je pense qu'on le sait entre judokas, mais un petit peu aux autres sports et aux gens qui regardent le projet sur YouTube, sur Instagram. Je veux prouver que le fait d'être judoka va m'ouvrir toutes les portes de n'importe quel pays. Et en fait, je me présente quand j'arrive dans les dojos, dans les pays, je dis que bon, je suis français, mais j'essaye de cacher un petit peu ça. J'explique que par exemple, là, je suis en Indonésie, je suis pas français, ils sont pas indonésiens, on est judoka. Et le fait, en fait, d'être judoka, d'être ceinture noire, etc., ça crée vraiment un aspect familial et c'est ça que j'essaie de montrer, que je pense qui est quasiment qu'on peut pas retrouver dans d'autres sports ou rarement quoi. Et c'est ça que j'essaie de prouver en fait avec ce projet. Donc je veux montrer les valeurs humaines derrière ce sport, de solidarité, de générosité. Voilà, je suis pas quelqu'un de riche. Et j'ai fait ce projet déjà depuis 2 ans et ça se passe super bien. Et pour le moment, en tout cas sur 36 pays, on voit que ce défi fonctionne et que partout où je vais, je suis accueilli les bras ouverts et ça se passe super bien. On va en parler également un petit peu plus tard de la manière dont on finance un tel projet parce que c'est de la sueur, des râteaux parfois, des difficultés, parfois du plaisir et beaucoup de belles surprises. Mais on va y revenir juste un peu plus tard. Les familles que tu vas voir un petit peu aux 4 coins du monde, comment elles accueillent ce petit étranger qui arrive pour faire du judo? J'imagine que ça ne doit pas toujours être facile pour elles, mais finalement, comme tu disais, le judo crée un lien dès le début. Ouais. Tout à fait. Alors, déjà, ça, en fonction de l'Europe, il y a même, je pourrais catégoriser en Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, etc. Mais globalement, en fonction de l'Europe et de l'Asie, ça a changé. Quand j'ai créé ce projet, c'était pas la même chose à l'époque. C'était pas d'avion, pas d'hôtel. Et je devais loger chez les gens. En Europe, ça se passait super bien. J'ai réussi à être logé à peu près partout chez les gens. En Asie, c'est parfois un peu plus pudique. Et par exemple, il y a beaucoup de pays musulmans avec les femmes voilées, etc. C'est un peu plus complexe de loger chez quelqu'un quand tu sais que la femme du monsieur n'est pas voilée chez lui. Moi, j'arrive en tant qu'étranger, ça peut être mal vu. Donc, j'ai retiré cette partie sans hôtel. Et maintenant, globalement, quand j'arrive à avoir le contact avec les fédérations ou quoi, ils me mettent directement dans des hôtels et des fois, je reste aussi chez les gens. Au niveau, donc, des gens qui ne font pas de judo, parce que des fois, je suis aussi hébergé par des gens qui ne font pas de judo, ils ont un petit peu du mal à comprendre ce projet, du mal à y croire. Et c'est souvent ils pensent que en plus je suis français, j'arrive dans des pays parfois pauvres, ils se disent bon il y a un blanc qui arrive, ouais il a plein de sous et c'est comme ça qu'ils financent quoi, alors qu'en réalité pas du tout. Et quand je leur explique, ouais, ils voient qu'en fait c'est possible et j'y arrive même à motiver pas mal de monde à se lancer, à voyager comme ça parce qu'ils y arrivent à comprendre qu'en fin de compte ça coûte pas forcément si cher selon comment on voyage. Et au niveau du judo, ouais, globalement, moi, je pense que partout où je suis allé, ça a toujours été bien reçu, le projet, et à chaque fois, j'arrive. Parfois, avant, c'est compliqué de trouver là où je vais dormir, etc. Mais à partir du moment où je sais que je vais pouvoir donner un cours dans un dojo, je sais qu'après, c'est bon. J'arrive dans le dojo, je fais ma séance, et à la fin de la séance, j'explique, etc. Et soit je suis hébergé par le prof, soit je suis hébergé par un athlète, soit par un ami d'athlète, où il y a toujours quelque chose qui se débloque. Et donc ouais, globalement, dans le judo, en tout cas, c'est très bien perçu et ça fonctionne super bien. Ça rejoint un peu ce que je partageais avec d'autres judokas également sur les réseaux qui m'expliquaient un petit peu, donc sur LinkedIn, je partage beaucoup les souvenirs de judokas qui me partagent un petit peu leur histoire. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui expliquent que quand ils sont partis au Japon, ils sont accueillis chez des familles et que ça devient vraiment des amis, voire leur famille d'adoption.
Et ça, je trouve que c'est assez génial pour n'importe quel sport, mais pour le judo en particulier, d'avoir cet esprit de famille. Ouais. Et en plus, le fait d'être accueilli au Japon, c'est pas rien parce que je pense que c'est l'un des pays, l'une des populations les plus pudiques au monde. Ils vivent un petit peu tous entassés, donc ils ont des appartements assez petits, etc. C'est un petit peu vu comme une honte par certaines familles. Et le fait d'être invité chez quelqu'un à manger, etc., c'est que vraiment ils sont en confiance et ils ont ouvert. Donc c'est vraiment un honneur, en tout cas, quand on peut être reçu comme ça dans une famille au Japon. Ouais. Ouais, clairement. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde en fait de rencontrer ce type de personnes. On va passer maintenant aux valeurs de ton projet. Et je vais insister du coup sur l'écologie. L'écologie, donc, très important pour ton projet. Une des valeurs que tu portes fièrement et qui est un enjeu de société. Pourquoi l'écologie est devenue primordiale dans ton projet? Alors, déjà, quand j'ai créé le projet, j'avais déjà des valeurs écologiques, c'est une certitude. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, donc c'est 197 pays sans avion si possible, parce qu'il y a des fois où j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre l'avion. Il y a des pays tout simplement auxquels on peut pas accéder de manière terrestre, c'est illégal. Donc bah, des fois oui, j'ai pris 2 fois l'avion, j'ai survolé euh, l'Afghanistan pour raisons politiques et le Myanmar pareil pour raisons politiques. De base, ouais, en fait c'était il y a 4 ans que vraiment je me suis dit je me lance, je fais ce projet, etc. Et c'était au même moment où il y avait les feux de forêt en Australie, et il me semble que c'était en Californie aussi en même temps. Et on voyait, c'était une catastrophe écologique justement, où on voyait les koalas qui brûlaient partout, ça avait vraiment ravagé le pays. Et je me disais que ouais, j'aimerais bien voir tout ça. Donc ça, c'est pas du judo, hein. J'aimerais bien voir tout ça, mais j'ai pas envie de contribuer à aggraver la chose. Donc j'ai envie de voir toutes les merveilles du monde, mais sans contribuer à aggraver la situation écologique du moment. Et donc bah, c'est comme ça tout simplement que j'en suis venu à me dire bon bah, on va faire 197 pays sans avion. En plus du côté écologique, c'est aussi un challenge personnel. J'ai fait de la compétition quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté la compétition et c'est une compétition pour moi-même de me dire que je dois y arriver à faire ça comme ça. Donc au niveau écologie, c'est comme ça. J'aimerais faire des actions pendant le projet. Pour le moment, en tout cas sur les réseaux sociaux, je suis trop petit, du coup j'ai pas d'impact sur les villes, etc. quand j'arrive. Faut que les gens te suivent, du coup, ceux qui nous regardent, qui nous Voilà. écoutent. Donc Judo Nomade sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Et le site de la Fédération internationale de judo tous les mois. Et ouais, j'ai pas encore une assez grosse impact, du coup je peux pas regrouper en fait des gens pour faire des grosses actions. Par exemple en ce moment je suis à Bali en Indonésie et je vois des grands youtubeurs, etc., qui font des missions. Ça va être, par exemple, j'étais présent à celle-ci, nettoyer une rivière. Mais quand je dis nettoyer une rivière, c'est pas ce qu'on peut s'imaginer. C'est des rivières où il y a tellement de plastique qu'on peut marcher sur l'eau, en fait. C'était dans quel coin ça? Ça, c'est à Bali, en Indonésie. À Bali, ok. Ouais. Ça permet aux gens aussi de se rendre compte un petit peu de l'état dans lequel est laissée parfois notre planète. Bali, alors j'ai eu la chance d'y aller, qui est juste extraordinaire, c'est magnifique, avec des rizières à n'en plus finir. Et en fait, effectivement, la pollution, le manque de vigilance et de conscience écologique des gens cause en fait ces désagréments qui peuvent être à terme fatals, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment... Ouais, c'est extrême. Ça, à Bali, je l'ai pas vu, mais dans certains pays, je l'ai vu. Au niveau du plastique, où on retrouve en fait nos déchets, à nous, Français, Allemands, Anglais, etc., dans ces pays, parce que les gouvernements leur donnent en gros les déchets pour qu'ils puissent les traiter, sauf qu'au final, bah, ils les traitent pas. Et on se retrouve avec des montagnes, par exemple en Inde, des montagnes, mais vraiment au sens propre, où on roule en camion, etc., sur les montagnes, de déchets comme ça, et c'est tellement grave que ça provoque des cancers aux 40-50 km autour de cette montagne. Enfin, c'est des trucs vraiment fous furieux. Je suis allé, du coup, bah, comme je le disais, en Inde et au Bangladesh. J'étais à Delhi, qui est la capitale la plus polluée du monde. On ne pouvait pas voir à plus de 5 mètres à ce moment-là.
Et par exemple, si je restais, c'était surtout le matin, si je restais plus de 20 minutes dehors comme ça, faut toujours avoir un masque, mais tu restes 20 minutes. En plus, nous, en France, on n'aime pas trop les masques. Ouais. Et du coup, bah, j'avais pas de masque, et on reste comme ça plus de 20 minutes dehors, et ça commence à piquer les yeux, ça fait mal à la gorge, on se mouche, c'est noir, c'est que des trucs comme ça, quoi. L'Inde est connue effectivement pour être ce type de pays qui est vraiment pollué et qui en pâtit réellement. Il y a une vidéo, une photo, je sais plus qui tournait pendant l'époque Covid où justement il y avait personne dans les rues et c'était juste magnifique en fait parce que la nature reprenait ses droits et du coup on voyait bien. Et en temps normal, en fait, on voyait pas à 2 mètres. Et c'était assez fou de voir la différence. Et je pense que ça, effectivement, pour ton projet, c'est indispensable. C'est primordial. Et pour l'écologie également. Comment tu essayes de le transmettre quand tu vas chercher des partenaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? C'est peut-être la valeur que tu mets le plus en avant après les valeurs du judo? C'est pas la valeur que je mets le plus en avant, mais ça fait partie des valeurs principales quand même. Les valeurs que j'essaie de mettre le plus en avant, c'est celle du judo, hein, bien entendu, et le fait que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment ce lien familial, solidaire entre nous. Ça, c'est ce que j'essaie de montrer le plus. Et oui, après, par exemple, si je cherche un sponsor et que je dis ouais, 197 pays déjà, c'est quelque chose, et quand je leur dis sans avion, ça devient tout de suite quelque chose de plus intéressant. Et j'essaye de trouver des sponsors si possible dans le judo ou dans les sports de combat, qui partagent ces valeurs. Si demain j'explose au niveau des réseaux sociaux par exemple, et que j'ai Total qui vient me demander de me sponsoriser, j'accepterai pas le sponsor. Donc j'essaie toujours de trouver des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Ouais. On va parler justement de ces partenariats. Aujourd'hui, ton projet, il est suivi par combien de personnes et surtout, comment les gens t'aident au quotidien? Ouais. Alors le projet sur tous les réseaux sociaux dans son ensemble, c'est 10 000 personnes. Au niveau de la fédération internationale, j'ai pas les chiffres, mais c'est pas mal de lecteurs. Je peux pas dire combien, mais le site de la fédération internationale, c'est le plus gros site de judo au monde. Donc on en est à 15 articles, ça commence à être pas mal. Donc 10 000 personnes et ça grandit tous les jours. Le projet d'abord avait été financé d'une manière différente. J'ai économisé pendant 2 ans. Il y a eu la période Covid, etc. Je cumulais 3 emplois à l'époque et j'ai travaillé comme un acharné pour récolter 21 000 euros avant de partir. De plus, sur la route, j'ai trouvé la fédération internationale qui a décidé de me sponsoriser de manière unique, c'est-à-dire en me donnant un chèque. Et donc, j'ai eu un chèque de 10 000 euros. Et en plus de ça, j'avais trouvé un sponsor à l'époque qui me donnait 500 euros par mois. Au final, j'ai dépensé quelque chose comme 10 000 euros et j'ai eu différents soucis pendant ce projet. Et donc, j'ai perdu en quelques mois, en 3 mois, j'ai perdu à peu près 18 000 euros, plus mon sponsor de 500 euros par mois. Donc, j'enseigne gratuitement, mais les clubs, les gens peuvent donner de l'argent pour m'aider. Et donc, de base, c'était 80% de mon budget, en tout cas au niveau de mes dépenses. Je dépensais 80% via mon budget et le reste, c'était juste les donations. Et puis, puisqu'il y a eu tous ces problèmes que j'ai pu avoir en 3 mois, j'avais plus de budget au bout d'un moment. Et donc, aujourd'hui, on est à 80% de donations pour 20% de budget. Il me reste plus que 3 000 euros, même moins que 3 000 euros. Donc, il faut que j'arrive à avoir un salaire fixe. Et donc, pour ça, j'ai créé quelque chose qui s'appelle le Buy Me a Coffee Strategy. En français, paye ton café, en gros. Et vu que j'ai des gens de tout milieu qui me suivent, je suis un petit peu mal à l'aise quand quelqu'un, par exemple, va me donner 50, 100 euros. Et en plus, le plus souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément énormément d'argent qui donnent. Du coup, plutôt que d'avoir ça, en plus, le problème, c'est que quand quelqu'un me donne de l'argent comme ça, il va y avoir des mois où ça se passe très bien et je vais avoir un mois à 2 000 euros et il va y avoir un autre mois où je vais être à 200 euros. Donc, c'est pas possible, en tout cas, compliqué sur le de long voir terme. le lendemain sereinement. Bah ouais. Quand ta famille te voit partir dans ce genre de pays, parce qu'effectivement, donc là, tu nous parlais de la Corée du Nord, mais il y a d'autres pays aussi où ça doit pas être hyper rassurant pour ta famille de te savoir. Comment ils prennent la chose? Comment ils vivent ces voyages? Alors déjà,
Le projet au niveau de ma famille, c'était un petit peu compliqué au début. Même en dehors de ma famille, au début, personne vraiment croyait en ce projet. Beaucoup de gens pensaient que j'allais juste partir quelques mois et que j'allais revenir et voilà, fin de l'histoire. Ça se met en deux parties entre ma mère et mon père. Mon père, lui, c'est vraiment le côté travail, donc le fait que aujourd'hui, par exemple, je suis auto-entrepreneur, mais globalement, je cotise pas de points pour la retraite, etc. Donc sur ça, ouais, un petit peu frileux, on va dire. Au niveau de ma mère, c'est plutôt le côté sécurité, des pays qui peuvent être dangereux, et il m'est arrivé deux, trois choses, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc elle a vraiment peur au niveau de ma santé. Et encore il y a quelques jours, justement, elle me disait ouais, ce serait bien quand même que tu te poses. Elle préférait que je sois en France, mais elle me dit même tu te poses en Thaïlande avec ta pote avec qui tu parles, là, etc. Elle préférait que je sois, me savoir quelque part de manière statique et sans danger. C'est logique, mais globalement, ouais, ils ont vu qu'après quelques mois, ça se passait très bien. J'étais bien reçu partout, même dans les pays entre guillemets dangereux. Donc maintenant, ça va, ouais, ils ont confiance et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que tu leur racontes tout réellement? Non, on peut Ou est-ce pas. que tu les préserves? Non, on peut pas tout raconter, surtout à ma mère hein, qui se fait beaucoup de soucis. Donc maintenant j'essaie quand même de tout partager parce qu'au final tout se sait. Donc c'est mieux quand même d'être transparent. Mais là par exemple j'ai eu un souci il y a quelques mois au Cambodge, j'ai eu un accident de moto. J'avais pas de casque puisque c'était une toute petite distance et j'étais derrière la prof de judo là-bas et bref j'ai été percuté sur le côté et je suis tombé, je me suis un petit peu fracassé la tête par terre et j'ai eu une perte de connaissance déjà. Et j'ai eu des pertes de mémoire pendant à peu près une semaine forte et pendant un mois globalement. Un beau traumatisme crânien, quoi. Un beau traumatisme, ouais. Et vu que je voulais pas l'inquiéter, bonne idée de l'époque, vu que je voulais pas l'inquiéter, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu que c'était trop cher et que j'avais pas les moyens de financer ça. Et je voulais pas en fait passer ma carte bleue. J'avais l'assurance, j'aurais pu passer avec l'assurance. Mais si je passais ma carte bleue, vu qu'elle a l'accès sur mon compte bancaire, elle aurait vu 400 € d'hôpital au Cambodge et je pense qu'elle se serait inquiétée. Et au final, j'ai pris la décision de ne pas faire d'examen. Bon, j'ai quand même vu des médecins, etc. Et j'ai fait mes examens seulement en rentrant en France. Parce qu'au final, elle l'a appris. Et du coup, j'ai pu faire les examens en rentrant en France. Mais ouais, j'essaye de préserver. Après, globalement, oui, j'ai eu 2-3 choses graves. Mais comme je dis, tout se passe plutôt bien, en fait. Donc c'est assez rare qu'il m'arrive vraiment des galères. Oui, après, on peut pas empêcher non plus la famille de s'inquiéter. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Eux, le projet, tu disais, ils y ont adhéré assez rapidement ou au départ, c'était plus non, Julien, s'il te plaît, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Pose-toi, fonde une famille parce que ça aussi, on peut en parler, mais ça doit pas être simple vu que tu voyages beaucoup. Cette stabilité familiale est compliquée à construire. Non, globalement, oui, bien sûr qu'ils avaient des doutes, etc., mais ils m'ont toujours soutenu dans ce que j'entreprenais. Et donc, ils m'ont soutenu là-dedans aussi, bien qu'ils étaient un petit peu frileux, comme j'expliquais. Effectivement, au niveau famille, ma famille potentiellement que je pourrais fonder, c'est quelque chose un peu compliqué, encore une fois, par rapport à ma mère. J'ai une sœur qui a 8 ans de plus que moi et qui n'a pas d'enfant. Et moi, potentiellement, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis sur un projet de 10 ans. Donc, en gros, les relations sont plus ou moins inexistantes dans ce projet. Et de toute manière, en tout cas, aujourd'hui, à 30 ans, je ressens pas le besoin de fonder une famille, etc. J'ai envie de, on va dire, un petit peu égoïstement vivre uniquement pour moi et pour les autres quand même à travers ce projet. Et ouais, du coup, faire des enfants, tout ça, c'est un petit peu... c'est pas vraiment mon monde, quoi. Pas d'actualité pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, ouais, c'est pas d'actualité. Mais oui, on peut parler des relations au niveau du projet. Aujourd'hui, je me pose plus longtemps dans les pays pour des raisons financières parce que il faut que j'arrive à économiser et le fait de bouger tout le temps, en fait, c'est quelque chose qui coûte cher. Mais de base, je faisais 2-3 semaines par pays max. Ça voulait dire 3-4 jours par ville. Et ouais, c'est très très rare d'avoir quelque chose, même des relations amicales ou quoi. Alors,
Des fois, on peut avoir des relations amicales ou amoureuses, hein, plus fortes en un très court moment par rapport à ce que j'ai pu avoir en France. Mais oui, pour fonder une famille, etc., c'est clairement pas à l'ordre du jour. C'est bon, c'est dit. Mais est-ce qu'il y a un pays où vraiment tu es tombé amoureux du pays, que tu t'es dit, là j'ai envie d'y rester, d'y revenir, et que qui a, alors pas remis en cause ton projet parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas qui t'a fait hésiter à rester vraiment plus longtemps? Euh, j'ai pas hésité, je suis resté plus longtemps. Mais alors c'est plutôt de l'autre côté, dans l'autre sens, c'est-à-dire quel pays ne m'a pas justement Ah retenu ouais, parce carrément. que ouais, globalement j'ai des très belles expériences partout. Dans les pays mémorables, déjà j'ai pas de pays préféré. Souvent on me demande quel est ton pays préféré. J'ai pas de pays préféré. Il y a des choses que je préfère dans certains pays. Je mets les choses en catégorie, que ce soit la nourriture, les gens, les paysages, etc. Le judo. Et je pense que le premier gros coup de cœur sur ce projet, ça a été la Norvège. Après, j'ai eu la Serbie, la Géorgie qui est exceptionnelle. Et là, bah, là, depuis quelques temps, j'ai fait 2 mois en Thaïlande. Et là, potentiellement, je vais faire 4 mois en Indonésie. Et j'ai déjà fait 2 mois et je vais refaire 2 mois en rentrant. Et ça, ouais, c'est des pays qui vraiment me donne envie de rester. Et tout à l'heure, on parlait de comment je me vois dans 4-5 ans, etc. Le projet, bon, le but, c'est d'aller au bout de 197 pays, etc. Et si j'y arrive pas, tant pis, j'aurais quand même fait une belle aventure, mais voilà. Mais j'ai envie de faire évoluer le projet professionnellement et créer des académies de judo un petit peu partout dans le monde. Et la première académie, potentiellement, viendrait en Thaïlande, je pense, ou à Bali, en Indonésie. Et ça par contre, il faut de l'argent, hein, c'est vraiment dans longtemps. Et en gros, le principe de ces académies, ce serait Nomad, pour rester dans les valeurs de mon projet, Nomad Fighting Academy, où les gens pourraient s'entraîner un petit peu partout dans le monde, en fait, et en prenant aussi de la culture martiale de chaque pays. Le judo resterait le principal sport, mais on pourrait toucher un petit peu aussi à la culture martiale de chaque pays. Et les profs, pareil, seraient payés pour pouvoir aller comme ça, voyager et essayer de créer plus de professeurs nomades. Parce que bon, aujourd'hui, je suis connu en tant que judoka nomade, mais je suis pas le seul à faire ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même des gens qui ont voyagé et qui ont enseigné le judo un petit peu partout. Je me suis beaucoup inspiré de Morgan Girardot, qui a fait 42 pays il y a quelques années. Et là, par exemple, en Indonésie, je suis avec un sensei japonais de 75 ans, Ok. qui, lui, a fait 17 pays de 1971 à je sais plus quelle année. Il avait fait 17 pays et au final, il est tombé amoureux de Bali, il a construit son dojo là-bas et c'est un ancien policier. Aujourd'hui, toute sa retraite passe dans son académie de judo et les enfants, etc. Et voilà, maintenant, il est resté là-bas. Donc ouais, j'ai envie de créer un petit peu des profs comme ça qui peuvent bouger un petit peu partout. Essayer de créer un nouveau métier. À terme aussi l'ouvrir en Europe, pouvoir comment dire, une expansion assez forte. Alors voilà, il faut se projeter, effectivement, ça demande du temps, mais j'imagine que tu as de l'ambition pour ce projet et que tu aimerais bien aussi après qu'en Europe il y ait ce genre d'académie qui soit créée. Ouais, tout à fait. Alors, bien entendu, hein, la France, vu que je suis français, c'est le Graal si j'ai à faire ça en France, mais c'est vraiment très 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 cher. Et il y a beaucoup de concurrence, mais oui, à terme, c'est ce que je vise. En tout cas, j'ai envie, dans un premier temps, j'en construirai une, comme je disais, hein, en Thaïlande ou à Bali. Et en fait, j'ai envie d'en avoir une sur chaque continent. Donc, je vais commencer en premier pour des raisons financières dans ce pays-là, dans ces pays-là. Après, j'aimerais aller plutôt en Amérique latine, après en Afrique, et après, on verra pour toucher l'Europe. Mais il faut que le projet fonctionne déjà pour que je puisse faire ça en Europe. Ouais. Tu parlais un petit peu du coup de tous ces pays que tu as fait, tes projets, etc. Moi, il y a une question que je me pose, c'est on sait les différences de niveau de vie, de moyens selon les pays. J'imagine que parfois, dans certains pays, le judo, ça se fait pas sur un tatami conventionnel, on va dire.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel type de surface t'as pu voir? Parce que tu as dû prendre parfois des sacrées doses de mots au corps parce que c'est pas toujours idoine, on va dire, comme surface de combat. Ouais, tout à fait. Euh, oui, bah, j'ai rencontré beaucoup de lieux différents et financièrement, on voit qu'il y a énormément de disparités. C'est surtout toute la zone Népal, Inde, Bangladesh, où j'ai vu les dojos avec le moins de budget, quoi. Bien que l'équipe nationale en Inde a un très bon budget, ils sont en train de préparer un très gros projet pour la performance, etc. Et ils commencent à avoir des Indiens qui font des médailles, etc. Donc ça commence à être intéressant. Mais oui, pour la petite anecdote, en Inde, j'ai enseigné sur de la paille. Donc c'était, mais pas de la paille comme on peut imaginer les tapis japonais, hein, c'est juste du foin, quoi. Du foin, ils mettent une bâche en plastique, et puis bah, vu qu'il y a toujours de la pollution, une espèce de poussière constante dans ces pays, c'est très sale, même s'ils nettoient, c'est toujours très sale. Et bah, j'y ai laissé un kimono quand même, parce que mon kimono blanc est devenu gris, même en le lavant, etc. Et j'avais pas moyen de le rattraper. Ok. Et au Népal, ouais, j'ai fait beaucoup de dojo là-bas, j'ai même travaillé dans des orphelinats, etc. Et je crois que j'ai dû faire une dizaine de dojos, et j'en avais peut-être 8 où on s'entraînait sur la paille. Donc tout simplement de la paille, une bâche de plastique. Et voilà. Tadjikistan, on a fait du judo dans l'herbe aussi. Ok. Alors, ça vient de la culture locale qui est le courage, qui est une forme de lutte traditionnelle, mais en réalité avec des vêtements de judo. Et eux, ils s'entraînent sur l'herbe. Et donc, bah, au niveau des tâches, encore une fois, c'est Et assez puis t'as pas envie compliqué. de tomber non plus, hein, je pense. Non, t'as pas trop envie de tomber, ouais. Après, c'est pas de la terre dure, ça va encore. Mais ouais, non, t'as pas envie de tomber. Ne serait-ce que pour ne pas le salir. Parce que moi, j'arrive avec mon kimono blanc, eux, ils sont avec des kimonos verts, bleus, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est pas super agréable. On va basculer sur les anecdotes de voyage parce que là, on a commencé, mine de rien, à y venir et je pense que c'est aussi très important pour les gens qui puissent se rendre compte, entrer vraiment au cœur de ton projet, c'est d'avoir ces anecdotes-là. Bon, on dit qu'on commence, on va finir par le positif, comme ça, ce sera mieux. Tu disais qu'il t'est arrivé pas mal de galères, des choses plus ou moins sympathiques. Est-ce que tu peux nous en raconter sans être dans ce que tu as déjà raconté? Parce qu'effectivement, pour les gens, il y a les vidéos disponibles du moment où tu t'es fait arrêter et emprisonner. C'était dans quel pays, rappelle-moi? Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan. Donc, j'invite les gens à aller regarder cette vidéo parce que c'est bluffant et ça fait flipper, tout simplement. Est-ce que tu as d'autres anecdotes où ça a été compliqué pour toi? Ouais, j'en ai quelques-unes. Après, tout ce qui est arrivé, du meilleur au pire, j'essaie toujours d'en ressortir quelque chose de positif, et que ce soit le moment où j'ai passé quelques jours en prison, que ce soit ceci ou cela, au final, j'en garde toujours un bon souvenir, même si c'était vraiment pas drôle. Lorsque ça s'est passé, j'essaie d'en tirer quelque chose de positif aujourd'hui. Une anecdote, ouais, je peux parler, tiens, par exemple, en Finlande, qui est un pays très safe, tout se passe super bien, mais j'ai potentiellement eu une tentative de kidnapping là-bas. Donc j'étais à la frontière russe, j'étais à 20 km de la Russie, dans une ville qui s'appelle Lapinrenta. Et quand je suis arrivé dans la ville, le club m'a offert directement un appartement qui venait tout juste d'être fait, et l'appartement était nickel, et sauf qu'il n'y avait pas de wifi. Et aussi, il faut savoir que là-bas, je passais dans tous les journaux, etc. Du coup, j'étais assez populaire, on va dire. La star locale. La petite star locale, ouais. Et c'était une petite ville, donc tout le monde me connaissait en gros. Mais d'ailleurs, c'est la même chose avec le Kyrgyzstan. Et du coup, bah, le soir, après les cours de judo, etc., j'allais monter mes vidéos jusque tard la nuit, parce que bah, je travaillais toute la journée. Et bah, le montage de vidéos, c'est pas que le montage de vidéos, hein, d'ailleurs, même toute la gestion des réseaux sociaux, tout ça, c'est plus du double de ce que je fais juste en cours de judo. C'est vraiment beaucoup d'heures. Et bref, j'allais monter dans des restaurants, dans des bars, dans des cafés jusque 1h, 2h du matin. Et un soir, je sors de ce restaurant
Et je vois deux gaillards qui m'arrêtent et ils me disent ouais, on a vu sur le journal, t'es le français. Et je leur dis bah ouais, c'est moi le français. Et ils me disent bah nous, si tu veux, on est russe et on va te faire découvrir un petit peu notre culture. On a une Lada dehors, c'est les anciennes cars de l'Union. Les anciennes voitures de l'Union soviétique. Voilà. Et ils me disent bah on a une Lada, on va te ramener chez toi avec notre Lada. Et sauf qu'ils empestaient l'alcool. Et je leur dis bah non, j'habite juste à côté, je vais rentrer, je vais me débrouiller, vous êtes gentils, mais je vais me débrouiller. Et ils me disent ok, bah on te raccompagne, on va marcher avec toi. Et du coup bon bah voilà, je voulais pas les froisser et ils marchent avec moi. Et au moment, ils étaient les deux à côté de moi et on discute, et très vite la discussion devient déplaisante et ils me posaient des questions étranges. Ils me demandaient combien, bon bah ça va, combien le projet coûte, combien de budget j'ai, mais après quand ça me demandait maintenant t'as combien sur toi exactement, et ils me posaient des questions vachement intrusives, bref, ça se passait pas très bien. Et au bout d'un moment, j'en ai un qui commence à marcher et qui va devant moi, et l'autre qui arrive derrière moi, et là je me dis ouais, c'est sûr qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Et du coup j'arrête de marcher, je les mets les deux en face de moi, je les tiens à distance de bras. Et je leur dis, bah, j'aime pas comment ça se passe, du coup, je vais retourner dans le bar et je vais appeler la police. Et là, ils m'ont insulté dans tous les noms, ils étaient vraiment pas contents. Et oui, aussi, il faut savoir, ils m'ont dit, pendant qu'on marchait, ils m'ont dit, bah, non, en fait, tu vas venir chez nous, tu vas venir dormir chez nous, on va t'héberger. Je dis, non, non. Et bref, ils m'insultent de tous les noms et je rentre dans le bar. Et bah, j'appelle pas la police au final. Et peut-être une demi-heure plus tard, je me fais raccompagner par le vigile, j'étais vraiment juste à côté. Et je revois pas ces gars. Mais le lendemain, quand j'arrive au judo, le prof de judo qui était là-bas, justement, est d'origine russe. Et je lui raconte cette histoire et il me dit, il y a de grandes chances que ce soit juste des mecs pas rigolos qui ont voulu faire une blague. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs enlèvements, je crois il y a 2 ou 3 ans de ça, de personnes russes qui ramènent des étrangers en Russie pour trafic d'organes, trafic d'humains. Des histoires comme ça. Un truc bien glauque, quoi. Un truc bien glauque, ouais. Donc il me dit, normalement ça devrait pas être ça, mais ça pourrait, donc bon, au final tu t'en sors bien, quoi. Ok, je m'attendais pas à une anecdote aussi, aussi perturbante, mais effectivement, tu as bien fait d'avoir ce caractère-là et ce discernement-là à cet instant T. Passons maintenant à la petite anecdote positive pour finir sur une note vraiment plus gaie que l'anecdote que tu as racontée, qui était impressionnante. Ouais. On parlait tout à l'heure justement des pays que je préfère, etc. Et en réalité, ce qui fait que je préfère un pays, c'est les rencontres. Les rencontres que j'ai là-bas. Si je rencontre personne, globalement, je peux être dans le meilleur pays du monde. Au final, c'est ennuyeux. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé la Géorgie? Parce que j'ai lié vraiment des liens très forts avec surtout les coachs, mais aussi les athlètes. Et par exemple, je discutais avec le vice-président de la fédération géorgienne de judo et il me dit bon bah là on va faire un stage, on est parti dans la montagne. Il me dit on va faire un stage avec l'équipe géorgienne junior et bref viens, tu pourras t'entraîner, tu pourras filmer tout ça. Et je vais avec eux dans la montagne. Déjà c'était super joli, et ça se passait super bien. Et je fais mes vidéos tout ça et le lendemain il me dit bah viens et prévois de la batterie, on va partir dans une rivière et tu verras, je vais te ramener quelqu'un, ça sera une surprise. Tu sais, ça me fait flipper maintenant quand tu me dis ça, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc de ouf. Non, ça va. Bon, j'ai eu de la malchance là-dedans, mais bon, au final ça va. Et il me dit ouais, prévois ce qu'il faut pour filmer, tu vas voir, ça va être bien. Et du coup, on part et il y avait les juniors, c'était sur une grande pelouse, il y avait tous les juniors qui étaient là, qui étaient en train de faire leur PPG. Et il y avait Lasha Bekori, le champion olympique, à 20 ans, il a été champion olympique, maintenant je crois qu'il a 21 ans, en moins de 90 kilos. Et en plus, Lasha qui parle très très bien anglais, du coup j'ai discuté avec lui et j'ai fait ma vidéo, tout ça. Et en fait, il revenait de s'être fait opérer de l'épaule, et du coup il était en réathlétisation. Et on est partis en fait tous ensemble. Déjà je l'ai suivi un petit peu dans sa préparation physique, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça s'est bien passé. Et il me dit on va partir ensemble dans une rivière. En fait, encore une fois, c'était à la frontière russe, du coup à la frontière du Daghestan. Et il me dit on va partir et on va peut-être même mettre les pieds en Russie, mais au final il n'y a pas vraiment de frontière. Bref, voilà.
Et on est parti comme ça avec l'achat, avec le coach et quelques autres personnes, avec trois voitures. J'étais dans la voiture de l'achat justement, qui est une voiture de sport de dingue avec son nom marqué, champion olympique, etc. Il est super populaire là-bas. Et en fait, on est parti pêcher. On pêchait comme ça du poisson dans la rivière, on se faisait cuire au barbecue les poissons et tout. Après, il m'a emmené dans ses comment on appelle ça, les ruches. Il a des ruches avec plein d'abeilles et on mangeait le miel directement dans les ruches, etc. Un vrai moment de vie. C'est ça, un vrai moment de vie et j'étais super content parce que je filmais tout. Et puis à un moment donné, bah, on monte la rivière et c'était des roches, tout ça. Et puis bah, on s'amusait quoi, avec Bécaory, on chahute un petit peu dans l'eau. Et à un moment donné, je glisse, il s'est projeté quand même l'achat. Voilà. Un peu, ouais. Et du coup, j'ai glissé, il m'a pas projeté, j'ai glissé. Et au moment de glisser, j'avais la caméra dans la main et le trépied a sauté. La caméra s'est sortie du pied en fait et j'ai perdu la caméra dans l'eau et j'ai jamais retrouvé la caméra. Du coup, j'ai 50%, j'ai fait une vidéo quand même avec ce que j'avais sur le téléphone, avec quelques trucs que j'avais sauvegardés, mais j'ai 50% de cette vidéo qui est pas sortie en fait, et du coup qui reste dans ma tête. Voilà, t'as 100% dans la tête et Exactement. ça semblait être un moment de vie assez incroyable. Ouais. Et c'est aussi la force du judo. Et ça, tu peux aussi nous en dire deux mots, c'est que les plus grands champions sont hyper accessibles dans le judo. Et j'en parle souvent avec des collègues, des amis qui disent, ouais, mais c'est fou comment au judo, tu peux avoir autant de monde dispo qui veulent faire des interviews, qui veulent partager leur histoire. Mais en fait, c'est inexplicable. Et t'en parlais très bien au début du podcast. C'est le judo, c'est une grande famille et j'ai l'impression que tout est simple en fait. Tout est simple et il y a aussi que malgré le fait que le judo soit en tout cas le sport de combat, alors le plus populaire dans le sens qu'il y a le plus de licenciés, c'est pas le plus populaire au niveau médiatique, mais malgré ça, il n'y a pas vraiment de professionnels en fait dans le judo. Il y a quelques personnes en France qui arrivent à vivre du judo, mais on n'est clairement pas à des salaires comme même un joueur de rugby, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que le judo n'a pas encore eu ce mauvais côté, ce mauvais virage sportif qui fait que après les champions deviennent des stars et deviennent des gens inaccessibles. Dans le judo, il n'y a pas du tout ça, et particulièrement en Géorgie, malgré le fait justement que là-bas plutôt ça vit bien quand on est champion. Et puis ils en ont une dose de champion. Ils en ont une dose, ouais. Et justement, moi j'ai passé quoi? Au final, j'ai passé 3-4 jours avec l'achat. Et à chaque fois que je suis invité sur des compétitions, que ce soit les championnats du monde, les championnats d'Europe ou quoi, c'est genre lui qui me voit de loin et qui, il est comme ça, il me fait des grands signes et tout. Et super, super sympa, super accessible. Et ça, globalement, partout dans le monde. On peut parler de gens comme Kosei Inoue, qui est une légende du judo et qui est très accessible, qui est hyper accessible. Ono aussi, depuis qu'il a pris sa retraite, a beaucoup changé. Probablement un de mes judokas préférés, voire peut-être le judoka. De beaucoup de monde, ouais. Un judoka extraordinaire. C'est ça. Et Ono, à l'époque, en tout cas, quand il était compétiteur, c'était un petit peu plus compliqué de l'approcher, etc. Mais là, depuis qu'il est en train de faire le switch, et d'ailleurs, il est en Europe pendant 2 ans, il est beaucoup plus accessible qu'avant et c'est plus du tout la même personne. Et oui, je connais pas, je pense pas connaître de judokas comme ça, qui ont un melon, qu'on peut pas leur parler, etc. La seule personne à qui je pense, mais c'est même pas quelque chose de négatif, c'est Teddy Riner. Souvent, on me demande souvent de parler de la France, de Teddy, de Clarisse, etc. Et quand on me demande au niveau financier, etc., j'explique que Teddy Riner, c'est quand même... c'est comme s'il faisait un autre sport, en réalité. Mais Teddy, en soi, je pense qu'il est accessible, mais le fait... Par exemple, j'étais à l'INSEP pendant 2 ans, et si je vais échanger 2 mots, c'est le grand maximum. Ouais. Le fait, comme ça, qu'il soit tout le temps sollicité par tout le monde, en fait, je pense qu'il a un petit peu un mur, entre guillemets, et que c'est un peu plus complexe, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais ou quoi, hein, c'est juste que c'est comme ça, quoi. Bah après... Moi, j'ai eu la chance effectivement d'être aux premières diff par équipe où il y était. Il est parti très vite après la compétition, mais il faut que les gens mesurent bien l'impact de Teddy Riner. Le dimanche, pour les filles, il y avait du monde, mais sans plus. C'était blindé le samedi pour les garçons parce qu'il y a Teddy Riner. S'il n'y a pas Teddy Riner, c'est pas la même chose. C'est vraiment une icône mondiale. Probablement
voire le judoka, le plus grand judoka de l'histoire. En tout cas, en France, c'est certain. Il a fait entrer le judo aussi dans une catégorie autre. Et faut se rendre compte que si il s'arrête, c'est la cohue et que ça peut durer bien 2 heures non-stop avec les gamins, les adultes aussi, tout le monde qui va vouloir sa photo, son petit autographe, etc. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Après, il a un fonctionnement très particulier avec des partenaires d'entraînement qui lui sont dédiés, etc. Là, il est sur une fin de carrière, même il a encore un petit peu une échéance très très importante, mais il est plus proche de la fin de sa carrière. Mais oui, c'est vraiment, je pense, c'est pas une vérité générale, Teddy Riner, et le reste est beaucoup plus parlant pour ceux qui font du judo. Et je pense que les gens qui nous écoutent, la majorité, ont un rapport au judo très particulier et ont dû croiser ces champions-là et pu échanger. Et d'ailleurs, t'en parles tout au long de ton parcours, t'en croises dans tous les pays. Moi, j'en croise pour les podcasts et effectivement, c'est toujours des échanges super. Honnêtement, j'ai pas de souvenir d'avoir eu un moment avec quelqu'un qui a eu des revendications particulières où ça a été toujours génial. Donc ouais, ça c'est top. Prochaines échéances pour toi, du coup, c'est quoi Alors, on enregistre, on est fin septembre. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi la suite? Alors là, j'en ai un petit peu parlé. On est à un carrefour en fait dans mon projet. J'expliquais que il me reste moins de 3 000 € de budget, qu'aujourd'hui j'ai pas assez pour faire survivre le projet, mais j'essaye de développer ça. Donc là, dans un premier temps, il faut savoir qu'après c'est l'Océanie qui coûte très cher, j'en parlais. Ouais. Dans un premier temps, j'ai déjà fait 2 mois en Indonésie, et l'Indonésie en tout cas c'est le pays avec la fédération qui m'a aidé le plus, dans tous les pays confondus. L'Indonésie, ça se passe vraiment très très bien. T'en parles très souvent d'ailleurs sur tes réseaux. Ouais, oui, en ce moment, ouais. Il m'envoie vraiment partout et en plus de ça on me donne un petit peu d'argent et je suis toujours logé, enfin ça se passe vraiment très très bien. Donc je reste dans ce pays déjà le temps de finir ce que j'ai à faire avec la fédération et aussi vu qu'il m'aide, j'y arrive quand même à me mettre un petit peu de côté. Donc je vais faire encore 2 mois là-bas je pense pour finir et continuer de développer le budget, continuer de développer mon Buy Me a Coffee stratégie. J'aimerais arriver au moins à 850 000 €. C'est pas assez en Océanie mais je pense qu'avec les contacts tout ça après je pourrais me débrouiller. Et donc une fois que je pars, ça va être des pays pas très connus, Timor-Leste, qui est un petit bout d'Indonésie. Après, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et après, j'attaque le dur. Australie, Nouvelle-Zélande. Et encore une fois, là, il faudra faire le point au niveau du budget. Là, je commence à essayer de contacter les gens de la Fédération océanienne de judo pour voir s'ils peuvent m'aider, que ce soit de manière financière, logistique ou quoi. S'ils peuvent m'aider, tant mieux. Du coup, j'irai faire les îles Salomon, Samoa, Fidji. Ça doit être incroyable aussi. Je pense que ça va être pas mal, ouais. Mais bon, là, ça semble un petit peu compliqué, mais j'aimerais pouvoir faire ça. Si j'ai pas d'aide, je reviens dans l'autre sens. Je vais refaire une dernière partie d'Indonésie, il y a encore un bout à faire. Et après, je remonte Brunei, Taipei, Chine, Corée du Sud, Japon, Corée du Nord. Déjà, ça, je pense que ça prend à peu près 1 an. Et après, on va voir au niveau politique où on en est, mais j'aimerais passer en Russie pour rejoindre ensuite l'Europe. Ok, oui, donc là, c'est chargé, t'en as pour un petit bout de temps. Et donc, tu nous as fait l'honneur de t'arrêter pour 10e Dan pendant ton court passage, parce qu'il faut savoir que pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, t'es un passage très bref en France. Donc, ton timing est hyper serré. Donc, t'enchaînes à peu près tout ce que tu dois faire en France dans le peu de laps de temps. C'est quoi, là, 2 semaines? Tu es resté 2-3 semaines? J'ai fait 3 semaines, ouais. Voilà, donc 3 semaines, tout ce que tu dois faire, essayer de démarcher qui tu dois démarcher, les sponsors, les interviews, les podcasts. Donc, t'as pas beaucoup dormi, mais t'as fait avancer le projet, on va dire. Et on parlait de ça tout à l'heure, justement, la famille. Là, je suis rentré, je rentre aussi pour la famille et les amis, hein. Et au niveau de ma famille, quand même, ils se plaignent un petit peu. Ils disent, ouais, mais au final, t'es là, mais t'es pas là. T'es toujours en rendez-vous, t'es toujours à Paris, t'es toujours là-bas, mais t'es jamais à la maison. Et c'est vrai que quand on fait le calcul, là, sur tout le temps que je suis resté, au final, j'ai pas passé énormément de temps chez moi. Donc, j'aimerais bien la prochaine fois pouvoir... déjà, je reviens plus longtemps pour les JO, mais avoir vraiment un temps où je peux vraiment me consacrer juste à moi et à ma famille. C'est quelque chose que j'aimerais, ouais. Écoute, on va finir sur cette note
positive en espérant que tes voyages futurs se passent pour le mieux, que tu découvres encore des personnes, des endroits assez exceptionnels. J'en suis certain. Oui, c'est certain. Je pense que ça manque pas, que tu aies des anecdotes passionnantes à nous raconter. On se verra peut-être, qui sait, dans 1 ou 2 années et on en parlera et tu auras des tonnes d'anecdotes à nous raconter. Que du positif, pas de négatif. T'as dit, tu tires que le positif de toute façon. De toute manière. T'en gardes que le positif. Est-ce que tu as un mot pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pour conclure ce podcast? Ouais. Alors déjà, je voudrais te remercier de m'avoir accueilli et remercier encore une fois les auditeurs et les viewers, spectateurs, je sais pas comment dire clairement. Mais ouais, ça fait plaisir d'être ici. Et si jamais les gens ont des questions sur le projet, parce que au final là on fait que 1 heure, mais on pourrait parler vraiment toute la journée. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus, on peut me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Facebook, c'est possible, mais je réponds plus sur Instagram. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, quoi. Et ouais, globalement, je réponds très rapidement. Il n'y a pas de souci. Ça peut être simplement pour discuter, ça fait toujours plaisir. Mais ça peut être financier, ça peut être me donner des contacts pour divers pays. Bref, venez discuter. Vous serez toujours les bienvenus. Et ben c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à échanger. Ouais. Et bon... On va donner un peu les coulisses, mais on a parlé de tout à peu près. On en a parlé des heures et des heures et on parle de judo, de jeu tout le temps, de personnes extraordinaires. Donc vraiment, tu es hyper accessible et ça, je te remercie pour ça. Je te remercie d'avoir donné de ton temps pour nous. Et moi, je vais juste remercier aussi Yuko Store qui m'a fait ce magnifique t-shirt de Jigoro Kano qui est en vente aussi sur leur site internet. Donc yukostore.com, n'hésitez pas à aller regarder. C'est des gens qui me suivent et qui sont judokas aussi, passionnés aussi, passionnants aussi. Pareil, toi, tu avais fait gagner ce t-shirt Nomad Fighter, il me semble, sur les réseaux. Ouais. Et qui sait, il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à suivre Julien sur les réseaux, donc The Judo Nomad sur tous les réseaux. Et encore une fois, merci. Tu as mérité ta 10e Dan. Ouais, c'est stylé, hein, ça fait bien. Hein. Et je vous dis à tous à très bientôt. Et on se retrouve sur tous les réseaux. Pareil, n'hésitez pas à communiquer, à nous poser vos questions. Instagram, LinkedIn, tout ce que vous voulez, TikTok, et on se retrouve partout. Merci Julien et à très bientôt pour tes aventures. On va suivre ça très impatiemment. Merci à toi, merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.